Vous êtes sur le podcast de Mappy Jauget ou Comment consulter en paix. Bonjour, bonjour. Dans cet épisode, nous allons parler d'argent et plus précisément de dépenses. En tant que collègue, est-ce qu'il vous arrive parfois ou régulièrement d'annuler des congés pour payer vos cotisations obligatoires? Est-ce que vous équilibrez vos recettes et vos dépenses, mais en sachant que à la moindre coquille, ça passera plus? Ou est-ce qu'il vous arrive aussi de faire des insomnies tellement votre trésorerie vous crée d'angoisse? Clairement, l'argent est un sujet qui nous préoccupe tous. Aujourd'hui, quelle est ma thèse? Avec mon amie Nathalie, nous avons cette conviction forte qu'il est impossible de joindre les deux bouts, en tout cas quand on habite à Paris, en étant orthophoniste libéral. Avec tout le respect que je leur dois, pardon, mais je parle même pas du salariat là, je parle bien d'orthophoniste indépendante en libéral. J'évoquais ce sujet avec des jeunes diplômés et elles avaient du mal à se projeter en fait dans ces difficultés. Mais je vais essayer de leur exposer ou de vous exposer ce qu'il en est du point de vue de notre quadraniture. Oui, je sais, c'est un néologisme, mais en fait, les jeunes diplômés ont aussi du mal à se transposer parce que pour peu qu'elles n'aient pas d'enfants et qu'elles soient en début de pratique, les cotisations sociales sont plus que légères. Revenons à mon amie Nathalie et à moi-même. Si on le dit sur un ton de provocation, en fait, nous sommes convaincus que pour vivre à Paris, l'orthophoniste a besoin d'être sponsorisé par son conjoint et qu'en fait, l'orthophoniste célibataire ne joint pas les deux bouts. Donc, Nathalie, elle va essayer de se charger de la partie chiffrer cette information pour voir au moins en Île-de-France où nous en sommes en termes de statistiques. Et moi, par ce podcast et par mes formations, je me charge de vous partager tout ce que j'ai trouvé et les informations qu'on a pour contrer cette réalité-là, qu'on ait tort ou qu'on ait raison. Pour cet épisode, je me suis inspirée fortement d'un compte Instagram qui s'appelle Mon Budget Bento, tout attaché. Compte d'ailleurs que je vous recommande chaudement. Sur sa page, la responsable indique ses recommandations, ses conseils sur toute la gestion financière de notre vie quotidienne. Et dans son compte, il y a un post plus particulièrement qui m'a marqué, où elle fait le lien entre couple et finances. Et j'avoue, c'était pas forcément spontané pour moi. Mais en fait, c'est clé. C'est une information qui est majeure de se dire que bien sûr que votre relation amoureuse et votre stabilité financière sont intimement liées. Et quand je dis intimement, vous vous doutez, je pèse mes mots. Il y a plusieurs mécanismes dans cette histoire de lien entre couple et stabilité financière. Par exemple, bien sûr que dans un couple, le fait d'être ensemble, on mutualise les dépenses. Et ce point-là, c'est loin d'être un épiphénomène. Par exemple, au moment où vous investissez et vous achetez votre bien immobilier personnel, vous l'achetez à deux. Et donc, en général, pour peu que le conjoint ait des finances plus importantes que l'orthophoniste, le bien immobilier est un peu plus grand ou un peu mieux placé ou un peu plus somptueux. Et puis parce que la vie à plusieurs présente de facto des économies d'échelle certaines. Par exemple, si vous louez votre bien immobilier, au mètre carré, louer un appartement de 110 mètres carrés à 4 ou 30 mètres carrés seul, votre prix au mètre carré n'a rien à voir. Vous avez un coût qui est relativement plus important quand vous êtes toute seule. Et donc, ça impacte aussi le pourcentage de votre budget au quotidien. Donc, c'est sûr, à deux, on est plus fort, au moins financièrement. Mais il y a un mais. C'est qu'en France, à l'heure actuelle, un mariage sur deux finit en divorce. Et à Paris, c'est 2 sur 3 qui se soldent par un divorce. C'est-à-dire que 66% des mariages ne durent pas. Et je pense que vous le savez que le confinement a majoré le phénomène. En tout cas, en Île-de-France, les plaintes pour violences conjugales ont explosé à ce moment-là. Alors malgré tout, j'apporte une nuance sur le fait que les chiffres INSEE deviennent inexistants à partir de 2016. Pourquoi ? Parce que c'est la date à laquelle les divorces par consentement mutuel ont pu être réalisés devant notaire et non plus devant le juge aux affaires familiales. Donc avant, via les JAF, il y avait une trace écrite et l'INSEE arrivait à compiler.
Bon, malgré tout, on est moins de 10 ans après 2016. Et l'autre point, c'est que j'ai cette conviction profonde, et on en reparlera dans un prochain épisode, que notre société va plutôt vers la discorde et non pas vers la concorde. Donc ces chiffres-là me semblent être toujours pertinents, voire ont dû empirer. Or, un divorce ou une séparation, ça impacte toujours plus fortement le plus petit salaire. Le meilleur exemple est donné par la théorie du pot de yaourt, notamment dont parle Titiou Lecoq dans un livre sur le couple et la femme. Elle prend cet exemple en disant: imaginez un couple, un homme, une femme, la femme est à temps partiel pour s'occuper des enfants. Arrive le moment où il s'agit de prendre un emprunt pour la voiture. L'emprunt va être pris et géré par les finances de monsieur. En fait, c'est somme toute assez logique. D'une part, monsieur est salarié, c'est plus stable qu'un indépendant comme un orthophoniste, et d'autre part, comme monsieur travaille à plein temps, les revenus sont plus conséquents et donc plus solides. Le corollaire, c'est que la femme, même avec des revenus moindres, va compenser en gérant plus de courses ou plus de frais du quotidien ou la part de la femme de ménage de manière plus importante. Mais la conséquence, c'est qu'au moment de la rupture, monsieur repart avec la voiture et madame reste avec les pots de yaourt vides. En fait, ce que ça vous montre, c'est que le couple et l'argent, les deux en même temps, ça se met en place sur des mécanismes qui sont bien sûr financiers, mais aussi émotionnels, genrés, sociologiques, historiques. Ça vous paraîtra évident que quand nos grands-mères devaient demander l'autorisation de leur conjoint pour ouvrir un compte en banque, on n'en est plus là aujourd'hui. Revenons du coup à mon budget bento, le compte Instagram dont je vous parlais. La personne qui le gère fait la comparaison entre un couple et un bateau comme le Titanic. Elle dit, mais en fait, il est impensable, inimaginable de monter sur un bateau sans s'assurer qu'il est équipé de canaux de sauvetage. Donc, elle dit, vous ne pouvez pas être en couple sans avoir créé ce qu'elle appelle, elle, un kit de survie. Et je la cite. Vous vous doutez, en tant que secouriste pendant des années et en tant que formatrice au premier secours, où je passe mon temps, moi, en formation, à insister sur la prévention et la protection, elle n'a pas eu beaucoup de mal à me convaincre sur le sujet. Et c'est pour ça que je vous expose ces 5 points. Dans son kit de survie à elle, le premier point, c'est d'avoir un compte en banque qui soit personnel. Je ne parle pas du compte pro. Bien sûr que le compte pro, pour moi, ça va sans dire. Il est personnel. Mais là, elle parle d'un compte personnel, individuel, pour vos charges personnelles. Sans procuration, sans seconde signature, un compte dont vous êtes le ou la seule responsable. Son point numéro 2, c'est d'avoir une épargne qui soit l'équivalent de 2 à 3 mois de loyer dans votre région. Ou une épargne de précaution, c'est pareil selon elle. Mais moi, ce que je vous pointe aussi, c'est de vous dire attention, 2 ou 3 mois de loyer, les montants seront significativement différents si vous êtes en Île-de-France ou en province. Mais même au sein de la province, si vous êtes sur la Côte d'Azur, les loyers ne sont pas les mêmes que si vous êtes au milieu de la Creuse. C'est une réalité statistique et financière. Son troisième point à elle, c'est d'insister sur assurez-vous que vous ayez quelques meubles ou un petit peu d'électroménager qui vous soient propres. Ça paraît rien, mais au moment de la rupture, à partir avec la machine à café, parfois, c'est pas que de la symbolique. Ça dépend de l'importance que vous mettez dans votre machine à café. Mais c'est les débuts pour avoir un tout petit peu de chez soi quand on s'en va. Et ensuite, sont cités 2 points bonus, le 4e et le 5e. Le 4e, c'est d'arriver du temps du couple à mettre en place un loyer, que ce soit pour de la location ou de l'achat, et elle insiste sur ce point-là, où le montant est inférieur à la moitié de vos revenus à vous, le plus bas salaire. Et en fait, en général, quand il y a 2 salaires, l'emprunt immobilier ou le loyer, on profite de l'opulence que peut apporter le 2e niveau de salaire. Mais l'idée, c'est de réfléchir aussi à se dire, en fait, comme la rupture est statistiquement prévisible, si vous mettez en place un crédit ou un loyer qui est inférieur à 50%, si votre conjoint s'en va sans donner de nouvelles, vous êtes capable de gérer, ou en tout cas, vous avez quelques mois devant vous. Le dernier point, et là c'est vraiment la cerise sur le gâteau,
c'est d'avoir un bien immobilier qui vous soit propre qu'à vous. C'est un lieu où vous pourriez aller en cas de rupture et c'est un lieu qui ne vous appartient qu'à vous. Bien sûr que c'est compliqué à mettre en place quand on est le petit salaire. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé que ce compte Instagram donnait des pistes de réflexion. Aujourd'hui, voilà l'exercice que je vous propose par rapport à vos dépenses. C'est déjà de commencer à faire le point dans votre couple, dans vos dépenses quotidiennes, dans vos dépenses sur un compte joint, si éventuellement vous avez un compte joint, même si là non plus je ne vous recommande pas. Au moment de la rupture, vous êtes solidaire de tout sur un compte joint. Donc si monsieur s'en va ou si monsieur prend des emprunts sur, je dis monsieur parce que voilà, 97% de femmes, mais si votre conjoint s'en va, vous êtes solidaire de toutes ces dépenses-là. Mais regardez à deux fois sur la répartition de vos dépenses et faites 3 colonnes avec les dépenses court terme, l'alimentation, l'inscription des enfants dans leurs activités, moyen terme, le nouveau frigo, une machine à laver qui casse, et le long terme, les investissements, l'immobilier. Et puis, regardez à deux fois si ces dépenses sont un tout petit peu égalitaires ou si vous faites tout le quotidien et votre conjoint prend tous les investissements. Et là, ça peut poser difficulté. Regardez aussi si dans les quotidiens, il y a une sorte de prorata qui se met en place entre vous. Même si le prorata, c'est pas la panacée non plus. Parce qu'admettons que vous versiez la moitié de votre bénéfice sur un conjoint, la moitié du petit revenu, c'est pas la même chose que la moitié du gros revenu. Ça vous paraît évident. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce thème, abonnez-vous à ce podcast ou venez me rejoindre sur une journée de formation en présentiel. Le thème s'appelle « Gagner plus en travaillant mieux ». En travaillant mieux, est-ce possible ? Il reste 2 dates sur 2023. Ce seront le vendredi 17 novembre et le vendredi 1er décembre. Pour les inscriptions, rendez-vous sur orthoptimiste.fr.